insecte qui ne doit pas être présent sur notre territoire parce qu'il a un impact extrêmement négatif sur la biodiversité. Vu qu'il n'y a pas de régulation, le nombre d'insectes augmente de façon énorme. Tu vas avoir des gens aussi qui vont être en attente de se dire est-ce qu'il est nécessaire absolument de détruire la colonie? Est-ce qu'on n'a pas des solutions alternatives? Suis-je bête? Le podcast qui explore votre interaction à l'animal et pour parler de ce sujet-là aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Klein. Alors Benoît, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Romain de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors Benoît, tu es formateur expert en gestion du risque lié aux hyménoptères. Alors déjà un gros mot, hyménoptères, c'est bon les guêpes et les frelons quoi, hein. On va faire C'est ça, simple. exactement. Donc tu as plusieurs facettes, à ton parcours. Tu es responsable donc de la société Zap Service qui intervient, chez les particuliers, dans les entreprises pour, éviter ce risque justement, notamment de piqûres. Mais on verra bien qu'avec le frelon asiatique, il y a aussi d'autres risques, qui sont liés à la biodiversité. J'aimerais bien aussi que tu nous en parles de ton engagement, pour la biodiversité. Hem, donc dans ce cadre-là, tu détruis des nids de frelons et de guêpes. Tu as aussi en parallèle, une expertise opérationnelle dans le contexte d'urgence lié à ton job de pompier. C'est ça. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'on verra que ça t'a amené une sensibilisation au risque qui est toute particulière et qu'aujourd'hui tu as envie de faire transpirer dans le monde de la je dirais de la régulation des espèces envahissantes. Ça aussi, ce sujet-là, on y reviendra. Et puis, tu as souhaité, mettre ton expérience à disposition du plus large public possible, en te lançant dans une activité de formation, sur la régulation des espèces envahissantes et plus précisément sur la gestion des guêpes frelons. Est-ce que j'ai fait une erreur de parcours? Non, non, c'est ça, c'est vraiment complet. Effectivement, mon parcours, en fait, il est pas, linéaire, il est fait de plein d'expériences différentes. C'est ça qui a permis de me construire et je me suis servi finalement de ces différentes expériences pour, arriver aujourd'hui à proposer, notamment les formations et aussi des prestations d'intervention chez, les particuliers, les professionnels, les collectivités dans le domaine de la lutte contre, le frelon asiatique notamment qui pose, d'énormes, problèmes. Alors, pour la biodiversité, mais également pour la sécurité des personnes. Ouais. J'ai oublié une facette, tu es aussi apiculteur. Oui, tout à fait. À tes temps perdus. Oui, Je sais pas c'est si tu as ça. beaucoup de temps perdu? Alors de moins en moins, mais effectivement, c'est aussi une activité qui me tient à cœur parce que, effectivement, l'activité d'apiculture, elle a ce lien entre, la biodiversité, l'intérêt pour la pollinisation et puis, finalement aussi l'intérêt, peut-être, plus concret, hein, de récolter son miel et d'avoir, finalement, un produit qui est sain, qui est aussi hyper positif et donc pour moi, c'est une activité, ouais, que j'essaie de garder avec, de moins en moins de temps, effectivement, mais avec beaucoup de plaisir, effectivement. Alors, petite exception, j'aimerais bien goûter ton miel aussi, donc si un jour tu peux m'en Je t'amènerai un pot, ce sera, promis, promis. avant de rentrer dans le vif du sujet, plutôt sur l'interaction à l'animal, petite routine du matin, Benoît? Alors, routine du matin, le principe, c'est que j'en ai pas. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait, mes journées, elles sont, toutes différentes. Elles sont très, diversifiées et c'est ça que j'aime, en fait, dans mon quotidien et je m'applique, en fait, à finalement m'adapter en permanence. J'ai des journées qui vont être, très chargées, qui vont commencer très tôt le matin, donc autant dire que la routine du matin, elle se réduit à très, très peu de choses, et puis à d'autres moments, je vais pouvoir, avoir un peu plus de temps et là, je vais prendre le temps notamment d'aller faire peut-être du sport, qui est pour moi, quelque chose aussi qui est un équilibre en permanence par rapport à mon activité. Donc mes journées étant toutes différentes, je suis vraiment dans l'adaptation, du quotidien. Il y en a qui nous disent qu'ils font de la visualisation de leur journée, de leur planning, qui se mettent à la fenêtre pour écouter les oiseaux. Toi, c'est plutôt, tu sais pas quand est-ce que ça commence, en fait? Voilà, alors, à la fois, elles sont toutes, différentes, mais j'aime bien quand même les avoir planifiées à l'avance. Ce qui fait que, alors ça, c'est peut-être un défaut de mon activité de pompier, je prends beaucoup de plaisir à préparer les choses. C'est-à-dire que finalement, quand j'ai préparé les choses, je me sens plus prêt et souvent cette préparation, elle va, me permettre d'être, beaucoup plus à l'aise dans ma journée parce que j'ai fait cette préparation avant. Heu, Vérifier mon matériel, vérifier que, tout est en place pour que ma journée se passe bien et ça passe enfin, en tout cas pour moi, par de la préparation. Ouais. Voilà. Effectivement, peut-être ton petit côté, ton versant, très, sécurité, hein,
préparer l'anticipation est mère de toutes tes sécurités ou toute la gestion Oui, c'est ça, ouais. Ouais, de tout à tes fait. appels. Ouais, ouais, tout à fait. Super. Alors revenons à l'animal qui nous anime. Hem, Finalement, c'est quoi une situation de crise avec l'animal pour toi et comment se comporter dans une situation de crise? Alors dans crise, il y a affolement, il y a tout ça et comment toi, dans ces situations comment tu décris une situation de crise? Comment tu la découvres et comment tu t'y adaptes, en fait? Alors, déjà, si on parle, du risque, hyménoptère, donc guêpes et frelons, c'est, des situations que je connais bien parce que, bah, beaucoup de mes clients y sont confrontés. Souvent, le démarrage de ça, c'est, des gens qui vont appeler suite à un accident, à une piqûre et forcément, ça va générer chez eux du stress, de la peur, de l'affolement, de l'énervement et tout ça, c'est des choses qu'il va falloir, nous, en tant que professionnels, gérer pour essayer de faire redescendre un petit peu les gens et surtout capter très vite les informations essentielles qui vont nous permettre de déclencher une intervention dans de bonnes conditions. Et ça s'apprend. C'est pas forcément au début très évident puisqu'on est affaire, on est face à des gens qui ont un vrai stress, hein, on a des situations qui sont, dramatiques. On en parlera peut-être, plus tard, mais effectivement, on a des clients, pour qui sont notamment allergiques et qui vont déclencher, une allergie grave qui vont conduire à une hospitalisation et parfois, malheureusement, même jusqu'au décès. Ouais. Et donc ça, il faut arriver à le gérer parce que, nous, en tant que professionnels, on va être là comme référent et on va être comme la personne qui va apporter une solution à cette situation de détresse. Et c'est là qu'il y a un lien qui peut se faire assez facilement entre, l'activité de sapeur-pompier et l'activité finalement de désinsectiseur, dans le domaine, guêpes-frelons. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, savoir garder son calme, Mmh. chose que tu rencontres pas forcément chez tes clients. Je rebondis sur ce que tu disais avec, un terrain allergique. On a effectivement un syndrome qui s'appelle l'œdème de Coinck, qui peut, pousser à une réaction exagérée du corps à la moindre piqûre de la guêpe ou du frelon, qui provoque des décès tous les ans. On le voit dans la presse, quotidienne régionale, voire même nationale, Bien avec des gens sûr. qui se font piquer et une situation qui s'aggrave très rapidement. Toi, tu réussis à garder ton calme dans ces cas-là? Alors, moi, oui, je me dois de garder mon calme parce que finalement, si moi je m'affole autant que mon client, la situation, elle sera pas bonne. Donc oui, effectivement, mon rôle, hein, c'est vraiment mon job, c'est de garder mon calme, de trouver des solutions, face à ces situations-là. Alors, c'est sûr qu'on a des gens qui vont réagir de façon très différente par rapport à la situation qu'ils vont rencontrer, une piqûre, la présence d'un nid de frelon et cetera. Le point commun de chez ces clients, c'est qu'il y a du stress, mais comme tu le sais, le stress, il est géré de façon très différente, en fonction des gens et ça, il faut vraiment en prendre compte. Donc dès qu'on a une situation qui, pour moi, à l'appel, dès que mon client m'appelle, est générateur de stress, il faut tout de suite mettre en place déjà, les conditions pour qu'eux-mêmes se mettent en sécurité. Ne plus s'approcher du nid, ne pas avoir de gestes brusques à proximité d'un nid et attendre l'arrivée d'un professionnel pour que lui puisse, avec du matériel adapté, traiter la situation en étant en sécurité. Mmh, d'accord et petite question, est-ce que l'arrivée du frelon asiatique donc je rappelle, le frelon asiatique, c'est, arrivé en France en 2002-2003, 1re, reine fondatrice arrivée en France, puis maintenant des millions d'individus C'est ça. à travers la France, voire même d'autres pays, l'Espagne, la Belgique qui commencent Ah oui, à tout à fait. Ah toucher. ouais, mmh. Est-ce que le frelon asiatique, il a amené une nouvelle dimension dans cette gestion du risque? Alors le frelon asiatique, il pose plusieurs problèmes. C'est-à-dire que comme c'est un insecte qui est exotique, qui n'est pas adapté à notre territoire, le premier élément qu'il a, c'est qu'il est capable de s'adapter hyper vite à l'environnement. La deuxième chose qui est favorable pour lui, c'est qu'il n'a pas de prédateur naturel, ce qui fait qu'il est en expansion libre, sur le territoire et cette expansion fait qu'on est en présence de nids qui sont, en termes de taille, hors normes. Vu qu'il y a pas de régulation, le nombre d'insectes augmente de façon énorme et on se retrouve très facilement en fin de saison avec des nids qui peuvent faire jusqu'à 90 voire 1 mètre de diamètre, avec une population d'insectes à ce moment-là qui est énorme. Et forcément, si l'attaque se produit à ce moment-là, vous allez avoir une personne qui va subir une attaque d'une quantité de frelons bien plus importante que si c'était un nid de guêpe ou un nid de frelons Le frelon européen, européen, voilà, ouais. qui lui, comme les guêpes et les frelons, ont une régulation du fait, de prédateurs naturels qui est présent sur notre territoire. Et le frelon asiatique n'a pas cette prédation naturelle. Le seul prédateur aujourd'hui qu'il a sur le territoire, c'est le désinsectiseur qui lui va faire la destruction. D'accord, heu, donc effectivement, on voit bien que
lié au nombre d'individus dans les nids, surtout fin de saison, c'est-à-dire, septembre-octobre. Et c'est ça. Avec on parle de 6 à 7 fois plus d'individus dans un nid de frelons asiatique que ce qu'on pouvait connaître avec la guêpe germanique ou la Ouais, guêpe tout à commune fait. et le frelon européen. Ça génère une nouvelle situation de risque. Pour ceux qui nous écoutent, quand est-ce qu'il faut intervenir finalement? Alors pour moi, à partir du moment où la présence, d'un nid est détectée, notamment si on parle du frelon asiatique, hein, il faut bien comprendre que c'est un insecte qui est classé nuisible par le ministère de l'Environnement. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, dès qu'il y a présence avérée du frelon asiatique, on doit on se doit de déclarer la présence du nid pour enchaîner derrière une destruction. C'est un insecte qui ne doit pas être présent sur notre territoire parce qu'il a un impact extrêmement négatif sur la biodiversité, que ce soit sur les abeilles, c'est ce qui est très connu, les abeilles de ruche, Apis mellifera, mais également sur l'entomofaune, c'est-à-dire l'ensemble des insectes sur un territoire, les abeilles sauvages. Il y a plein d'autres insectes qui participent à la pollinisation et qui subissent de plein fouet, si tu veux, cette prédation du frelon asiatique. Et donc ce frelon asiatique, il participe à faire chuter les populations d'insectes pollinisateurs sur un secteur et il a des impacts très négatifs pour l'apiculture, c'est ce qui paraît le plus évident, mais également pour toute l'agriculture qui bénéficie de la pollinisation finalement Des plantes. de ces abeilles sauvages et de tous ces insectes pollinisateurs. Effectivement, il y a une stat aujourd'hui, on parle de sur 3 abeilles qui disparaissent aujourd'hui en France, on en a une qui disparaît à cause du frelon asiatique. Alors d'autres qui peuvent disparaître, pour des raisons multifactorielles, que ce soit la dégradation de l'environnement, l'utilisation des produits de protection des plantes en agriculture, surtout sur les plantes à fleurs. Donc en fait, on voit bien que ce frelon asiatique, il amène une dimension biodiversité, attaque de la biodiversité qu'on n'avait pas forcément avec les espèces qu'on connaissait avant 2002. C'est aussi ça qui fait que tu as voulu t'engager dans la lutte contre le frelon asiatique, c'est aussi pour ces questions de biodiversité? Bien sûr, en fait, en étant apiculteur, j'ai très vite vu que, mes abeilles, mes ruches subissaient, l'attaque de ces frelons asiatiques. Beaucoup d'apiculteurs sont dans ce cas. Les apiculteurs, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ils se battent avec, une multitude de problématiques. Donc, ceux que tu as évoqués, il y a aussi le réchauffement climatique qui bouleverse les saisons, qui bouleverse les floraisons et ce frelon asiatique, il se rajoute à cette problématique-là. Effectivement, très vite, j'ai voulu participer, être acteur, de cette, défense, en fait, de cette, biodiversité et faire en sorte, de trouver des solutions pour pouvoir lutter contre, cette prolifération de ce frelon asiatique sur notre territoire, clairement. Et est-ce que c'est aussi la raison qui t'a poussé à vouloir, partager ton expérience en tant que formateur? Alors effectivement, ce qui m'a mené à proposer ces formations, à devenir formateur, c'est, encore une fois, mon parcours. C'est-à-dire que j'avais cette problématique qui s'était présentée à moi de la présence du frelon asiatique. J'avais cette connaissance du domaine de la sécurité et j'étais très sensibilisé à la sécurité des personnes, à la sécurité dans le cadre du travail également et j'ai voulu, par mes petits moyens, participer, mettre une pierre à l'édifice dans, les activités, des entreprises dans le domaine de la désinsectisation et l'idée, c'était de mutualiser ces connaissances et d'essayer de proposer effectivement une montée en compétences, de ces professionnels en rapport avec la sécurité, la lutte contre le frelon et d'essayer de bâtir tous ensemble, finalement, des méthodes d'intervention qui soient à la fois efficaces, mais qui permettent d'assurer la sécurité. Alors la sécurité des clients, la sécurité du désinsectiseur qui va intervenir et puis la sécurité aussi des gens qui vont être autour, qui vont peut-être être spectateurs de l'intervention. Mais voilà, pour moi, c'était important que la sécurité, elle soit au cœur de ces stratégies-là de lutte et de ne pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sous prétexte de lutter contre un insecte envahisseur qui est, très problématique, mettre de côté l'aspect sécurité. Mmh. C'était important pour moi. Donc finalement, être formateur, c'est un peu un point d'orgue qui réunit à la fois ton engagement biodiversité, parce que former, c'est aussi apprendre à bien utiliser les produits, c'est-à-dire à ne pas en mettre partout. 2, c'est aussi assurer la sécurité du professionnel. Effectivement, on voit plein de vidéos fleurir sur YouTube, heu, d'éminents désinsectiseurs de frelons asiatiques qui évoluent sur des toits à 12 mètres, sans corde de sécurité. C'est aussi ça et puis la sécurité du client lui-même. Mais quelque part, le point d'orgue de tout ça, c'est aussi la protection de l'environnement. C'est-à-dire, c'est être dans une balance bénéfice-risque entre détruire une espèce envahissante, mais pour ce faire, ne pas utiliser des moyens qui vont avoir des effets collatéraux sur d'autres bestioles.
hein. C'est ça, ouais. Et ça, c'est vraiment l'intérêt d'enseigner, c'est cette expertise. Donc effectivement, c'est très intéressant parce que tu as amené, cette dimension, sécurité. Pour toi, c'est primordial la sécurité dans l'intervention? Bah, bien sûr, en fait, finalement, pour moi, c'est tout ça, c'est assez naturel. Finalement, on Ouais, c'est navigue. naturel parce que c'est ta formation aussi? Oui, mais voilà, en fait, ça paraît, tout se rejoint. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression que, quand on parle de sécurité, quand on parle de biodiversité, quand on parle d'environnement, finalement, on peut trouver, des grandes lignes qui vont se rejoindre et ces grandes lignes, elles vont permettre de mettre en place des protocoles d'intervention qui soient, respectueux de l'environnement. Moi, j'en suis persuadé. Je pense qu'aujourd'hui, on a des outils, on a des produits qui vont nous permettre de traiter ces nids de frelons, de traiter ces problématiques et de gérer ces populations nuisibles, tout en ayant un impact environnemental soit nul, soit très limité. Et en préservant la santé, ça c'est aussi super important, la santé de l'applicateur. Et donc ça passe par le port des EPI, les équipements de protection individuelle, mais tout ça finalement se rejoint et j'en suis persuadé, on peut arriver et c'est le sentiment aussi de beaucoup d'applicateurs dans ces métiers, hein, qui recherchent ça. C'est-à-dire qu'eux aussi sont en demande d'informations pour savoir comment s'améliorer, comment mieux travailler. Aujourd'hui, on est en 2026. Clairement, les gens, la population, la société, elle est en attente de choses différentes que ce qui se faisait il y a 20, 30 ans. Mmh. Alors c'est intéressant que tu soulignes ça, quelque part tu nous dis: «La société a évolué». C'est Bien sûr. une bonne chose. Ça dépend sur quel point, mais effectivement sur beaucoup de points, la société a évolué. Elle a aussi évolué sur son rapport à l'animal, et peut-être est-ce que tu le perçois toi sur la alors on va parler de la souffrance animale, Oui, bien sûr, oui. puisqu'effectivement, ça on ne parle pas forcément de souffrance animale quand on détruit un nid de frelons asiatique, parce qu'on connaît tous les versants négatifs de l'introduction de cette espèce envahissante dans notre écosystème. Mais quelque part, si on fait un pas de côté, est-ce que tu as vu, y compris dans ton métier de pompier, est-ce que tu as vu cette interaction à l'animal qui a changé? Alors, moi, je le vois surtout par rapport à mes clients qui sont, beaucoup plus en demande d'information. C'est-à-dire que c'est des gens qui, aujourd'hui, ne demandent pas forcément qu'une prestation de destruction. C'est des gens qui vont, vouloir en connaître plus, savoir quels produits on utilise, quel impact, par exemple, sur la santé, leur santé, le produit pourrait avoir comme effet négatif. Tu vas avoir des gens aussi qui vont être en attente de se dire: «Est-ce qu'il est nécessaire absolument, de détruire la colonie? Est-ce qu'on n'a pas des solutions alternatives?» Mmh. Tout ça, c'est des choses qui sont super intéressantes parce que nous, ça nous sort de notre zone de confort en tant qu'applicateur et ça nous oblige à essayer de trouver et d'inventer des solutions un peu différentes, un peu innovantes et ça, c'est très motivant pour notre quotidien et ça nous permet, voilà, effectivement, d'aller chercher des solutions qui sont parfois, un peu novatrices. Alors, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins bien, mais l'idée, c'est toujours d'essayer d'avancer, de s'améliorer en permanence. Alors, je reprends ma casquette, d'expert sur les espèces envahissantes. Aujourd'hui, là où on pouvait justifier de dératiser, sans forcément faire attention il y a 30 ans, de capturer des pigeons, heu et potentiellement de générer de la souffrance associée à ces régulations. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels c'est plus possible. On a beaucoup de gens qui nous disent: «Mais finalement, arrêtez de réguler les rongeurs, vous les capturez, vous les déplacez». Il se passe un peu la même chose avec les ragondins aujourd'hui, il se passe un petit peu la même chose avec les pigeons. J'ai envie de te poser la question, est-ce qu'un jour on va te demander de déplacer une colonie de frelons asiatiques parce que ce sont des êtres sentients, c'est-à-dire des êtres qui peuvent souffrir et à ce titre-là, on ne se permet plus de les détruire. Est-ce qu'à ton avis, on va arriver là? Alors, non seulement on va en arriver là, mais j'ai déjà eu, Ah ce non. ce ce genre de demande, hein. Enfin, clairement, j'ai des gens qui me demandent s'il n'est pas plutôt possible de les endormir, les déplacer et les réveiller plus tard. Ça aussi, ça en dit beaucoup sur notre Bien société sûr. avec des gens qui ont un peu perdu peut-être, le sens des réalités sur ce qu'est la vie animale, sur, quel est leur environnement. C'est des gens qui ont un vernis de connaissances sur leur environnement, mais qui finalement, pensent savoir des choses, mais ils sont des fois un petit peu hors sol par rapport à la réalité. Donc notre rôle en tant que professionnel, c'est aussi beaucoup de pédagogie, c'est d'expliquer, ce qu'on peut faire, mais aussi à un moment donné, mettre des limites et dire: «Ça, on peut pas le faire». Mmh. Hem,
Je pense qu'aujourd'hui, alors on a des exemples en Europe, hein, il y a certains endroits où il y a des actions de déplacement de population, notamment je pense en Allemagne, où certaines populations de frelons européens, au lieu d'être détruites, sont déplacées. Alors, c'est des choses qu'il faut creuser. Je pense que clairement sur le frelon asiatique, il y a pas de débat à avoir. Mais je vais être franc avec toi, je pense que c'est une espèce qui pose tellement de problèmes qu'on ne va pas pouvoir se permettre de, réfléchir à du déplacement et cetera. Cette espèce, il faut vraiment la réguler fortement parce qu'elle a un impact trop négatif sur notre environnement, sur notre entomofaune, locale. En revanche, sur d'autres espèces, je pense notamment à des interventions sur des nids de bourdons, qui sont de très bons pollinisateurs et qui sont des colonies finalement de petite taille. On pourrait avoir des actions dans certains cas, c'est pas ça ne sera pas le cas partout, mais dans certaines situations, on pourrait, avoir, des situations où on peut faire du déplacement de Mmh. population. Alors en mettant, toutes les formes parce que ça enfin effectivement, c'est très compliqué, c'est très chronophage, et ce ne sera pas réalisable partout. Mais encore une fois, l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort, se poser des questions et voir ce qu'on pourrait être capable de faire dans l'avenir. Mais Donc ça veut dire qu'en termes de sécurité, toi, en tant que professionnel, tu t'autorises aussi à dire: «Non, je n'y bien vais sûr, pas». bien sûr. En fait, Ça, c'est un point important, je ouais, pense. oui, oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur à un moment donné de dire non à un client, de lui dire qu'il y a, une demande de sa part et que nous, pour y répondre, on doit avoir une action qui soit forte. Ça peut être le traitement de la colonie. Et effectivement, la sécurité, elle doit toujours être prédominante et c'est ça qui doit guider notre, à mon sens, hein, à mon sens, c'est ce qui doit guider, notre action sur le terrain. Ouais et donc effectivement, des fois, beh, voilà, on va passer par la destruction et on doit passer par des actions qui sont fortes pour avoir du résultat parce que le risque, le nécessite. Mmh. Hem, Dernière petite exception, est-ce que alors on voit bien que notre société a évolué, notre rapport à l'animal, il a évolué, tu l'as souligné tout à l'heure, peut-être parce que les gens, plutôt urbains aujourd'hui, plus de 80 de la population vit en ville, un peu déracinés, de moins en moins de familles d'agriculteurs Oui. dans les familles, donc de moins en moins de liens avec ce qu'on appelle la ruralité. Hem, est-ce que l'organisation est-ce que cette évolution, elle s'est aussi sentie chez les pompiers? Puisqu'en fait, c'est pas le thème d'aujourd'hui, bien entendu. L'idée, c'est de te faire parler en tant que professionnel des hyménoptères, mais est-ce que cette évolution, on l'a senti aussi dans l'organisation, je dirais, de la gestion de crise animale territoriale des pompiers? Alors bien évidemment, dans les interventions des sapeurs-pompiers qui sont au contact de la population au quotidien, les pompiers évoluent avec la société, ils évoluent, les risques évoluent, les dangers évoluent. C'est une société qui se complexifie à plein de niveaux, d'un point de vue, bah, social, on le voit bien, mais aussi d'un point de vue technique. On a des bâtiments qui sont de plus en plus compliqués, de mieux en mieux isolés. On a des véhicules qui avant étaient uniquement sur du carburant, gasoil ou essence. Aujourd'hui, on a des véhicules hybrides, on a des véhicules électriques, GPL, hydrogène et tout ça, c'est des évolutions de société qui font évoluer le danger, qui font évoluer le risque et donc les sapeurs-pompiers évoluent en permanence par rapport à ces risques qui se présentent à eux et donc effectivement, par rapport aux populations eh bien, leur mode d'intervention évolue, change. La sécurité, par exemple, le fait d'être, aujourd'hui plus pris à partie sur la voie publique, c'est des choses qui sont pris en compte chez les sapeurs-pompiers D'accord. et c'était des choses qui, auparavant ne posaient quasiment pas de problème, ça n'arrivait pas. Aujourd'hui, ben, le fait d'être pris à partie sur la voie publique, agressé, hein, faut dire les choses, c'est des choses qui effectivement, aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, bah, ils Ils l'apprennent à gérer. l'intègrent dans leur manière Exactement. et alors si on regarde côté animal, ça a aussi évolué puisque, on a aussi notamment, l'apparition d'une fonction qui est le vétérinaire pompier, Oui. avec des cellules de prise en charge animale. Ça, c'est aussi une traduction de l'évolution sociétale? Bah, tout à fait, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de demandes d'intervention animalière Complexe, je et dirais? de plus en plus complexes, hein. On a l'arrivée des nouveaux animaux de compagnie, tous ces animaux exotiques et cetera qui ont été, ramenés chez les gens Donc les et gens qui veulent un crocodile dans les toilettes, par exemple, on a des exemples comme ça, on en a plein. On a, l'apparition, bah, de singes, hein, qui étaient, de compagnie. Il y a eu une grosse période où il y avait beaucoup d'importations de singes pour, les mettre, dans un appartement. Bon, au bout de quelque temps, les gens se rendent bien compte que c'est pas du tout adapté mmh. et ça devenait même dangereux, hein, puisqu'on a eu des cas d'attaque et cetera. Donc c'est des animaux sauvages qui n'ont
qui n'ont pas vocation à être enfermés dans un logement. Ouais. Et du coup, il a fallu apprendre à gérer ces situations-là. Et effectivement, un pompier lambda qui n'est pas formé n'est pas forcément en capacité d'intervenir. Du coup, il y a eu la création d'équipes spéciales, des équipes de gestion du risque animalier. C'est des pompiers qui se sont formés au contact de vétérinaires, au contact d'animaliers, de zoos, de choses comme ça, pour apprendre à gérer ces animaux, en fait, ces D'accord. À difficultés-là. la fois sur le plan de la sécurité, sur le plan de la connaissance de l'animal, Exactement, ses réactions et exactement. puis, quelque part, en filigrane, quelque part, les pompiers adaptés à ne pas générer trop de stress chez un animal en intervention pour aussi la sécurité de l'animal. C'est exactement ça. Donc c'est devenu, aujourd'hui, une spécialité à part entière chez les sapeurs-pompiers avec des agents qui se forment régulièrement, qui continuent à maintenir leurs acquis et qui, sont, aptes à, manipuler un serpent, à manipuler une mygale. Ça peut être alors c'est très varié, hein, ça peut être aussi, on a eu le cas il y a pas très longtemps, un cheval qui était tombé dans une piscine. Donc là, il faut gérer le stress de l'animal, et arriver à trouver des solutions pour sortir cet animal de cette situation-là. C'est très varié dans leur quotidien, Mmh. et c'est des agents qui sont souvent, passionnés par ce qu'ils font et qui sont, vraiment, dans l'idée de préserver, comme tu dis, la sécurité, des personnes qui sont autour. C'est le cœur, du métier de sapeur-pompier, mais également d'intégrer, la souffrance animale, de l'animal qui est concerné et puis de garder, l'animal en sécurité Mmh. tout au long de l'intervention pour le sortir de cette situation-là. Ouais, donc effectivement, un métier qui a intégré la dimension animale Exactement, telle que la société l'a fait évoluer, aussi. tout à fait. Hem Merci en tout cas pour, ces anecdotes. C'est très enrichissant pour nous, et bah, ça nous permet de parler un peu, d'autres choses, que de frelons asiatiques aussi, Oui, puisque c'est vrai, on est ça vraiment à pied change. d'œuvre. Ouais, On ouais, est c'est vraiment vrai, à pied c'est vrai, d'œuvre sur ces c'est vrai. espèces-là et c'est intéressant d'ouvrir un petit peu le débat sur d'autres espèces. Hem, pour finir, Benoît, quel est ton animal totem? Alors me dis pas le frelon asiatique, parce que là en tout cas celui que Non. tu aimes avoir au quotidien, proche de toi. Alors en animal, écoute, au risque d'être peut-être, pas très original, moi ce serait plutôt un animal de compagnie, ce serait le chien finalement. Parce que je trouve que c'est un compagnon qui est toujours à nos côtés, qui reste, fidèle. Qui est toujours partant. Un animal finalement, ce chien, je trouve qu'il a toujours, cette joie, d'aller, faire une promenade, de jouer et il apporte, moi je trouve au sein d'un foyer, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et c'est un animal qui est finalement au contact de nous depuis, des siècles et des siècles, qui est très adapté en fait, à cette vie à nos côtés et je trouve que c'est un compagnon voilà qui est très agréable à avoir à notre, dans notre quotidien. Donc, je choisirais, Le le chien? chien, ouais, comme animal, de compagnie, ouais, tout à fait, ouais. Probablement comme beaucoup de Oui, gens qui voilà, nous écoutent. c'est pas très original, mais écoute, c'est la voilà. J'aurais été un peu plus inquiet si tu m'avais dit, les frelons asiatiques, quoi. Non, ça c'est promis, ce ne sera jamais mon On animal a bien compris, totem, je crois. c'est promis. En tout cas, merci Benoît d'avoir accepté l'invitation, Merci de à nous toi. avoir, éclairés aussi sur, ton interaction Avec à plaisir. l'animal, très riche, finalement, multiples facettes. Donc, merci beaucoup et puis, bah, j'espère que ton parcours va continuer avec autant d'enrichissement à venir. Je te remercie en tout cas À pour bientôt. l'invitation. À bientôt. Merci. J'étais ravi aujourd'hui de recevoir Benoît Klein, pour ce nouveau podcast Suis-je bête, le podcast qui explore votre interaction à l'animal. Donc suivez-nous, sur les différentes plateformes de diffusion des podcasts, sur Suis-je bête, où vous nous trouverez facilement et j'espère qu'on vous retrouvera nombreux à nous suivre. Merci beaucoup.